Notre monde est rempli d'événements étranges et inhabituels que personne n'a pu expliquer depuis des décennies, et dans certains cas, depuis des siècles. Certains de ces cas sont considérés comme paranormaux, tandis que d'autres ont simplement laissé les enquêteurs perplexes, et ils continuent de chercher les réponses qui leur échappent depuis si longtemps. Numéro 10. Le griffon est une créature mythique qui, selon les légendes, possède le corps, les pattes arrière et la queue d'un lion, ainsi que la tête, les ailes et les serres avant d'un aigle. Puisque cette imagerie incorpore à la fois le roi des bêtes et le roi des oiseaux, le griffon est souvent utilisé comme symbole de courage, de puissance et de protection divine dans certains contextes. On pense que le mythe est né sur la route de la soie, lorsque des voyageurs de l'Antiquité sont tombés sur les restes fossilisés du dinosaure Protoceratops et ont cru à tort que la créature possédait les parties du corps mentionnées précédemment. Si beaucoup pensent que le griffon est un mythe, les habitants de Brentford, à l'ouest de Londres, ne partagent pas cette certitude. La créature aurait été aperçue là-bas à plusieurs reprises et elle a laissé son empreinte sur la région depuis lors. The Griffin Brewery, qui se trouve près de Chiswick, en est un bon exemple, tout comme le club de football de Brentford, qui joue ses matchs à domicile à Griffin Park. De plus, les armoiries des quartiers de Brentford et Chiswick comportent 2 griffons tenant un bouclier entre eux. Toutes ces références remontent à une histoire du milieu des années 1600, à l'époque où le roi Charles II était au pouvoir. On dit qu'il avait une liaison avec Nell Gwyn et qu'il décida de lui offrir un cadeau spécial, un griffon. Elle gardait la créature chez elle, dans les Butts, qui est aujourd'hui connu sous le nom de Brent Road, et là, un malheureux accident s'est produit. Un jour, le griffon est d'une manière ou d'une autre tombé dans la rivière Brent et il a été emporté jusqu'à la Tamise. Désemparée, Nell pensait que la créature s'était noyée, mais sans qu'elle le sache, elle avait atteint Brentford Heath, où elle avait réussi à regagner la rive. Elle est restée dans la région et a vite trouvé un compagnon. La seconde partie de l'histoire raconte que, des années plus tard, un autre griffon fut amené dans la région par Joseph Banks après qu'il eut visité une île exotique avec le capitaine James Cook. Son griffon a alors réussi à s'échapper et il a retrouvé celui de Nell. Le couple a eu plusieurs petits avant de disparaître inexplicablement et les gens affirmaient apercevoir ces créatures de temps en temps. Un homme nommé Kevin Chippendale a rapporté en 1984 qu'il marchait le long de Braemar Road lorsqu'il a aperçu une étrange créature dans le ciel au-dessus du toit du complexe d'appartements Green Dragon. Il a déclaré qu'elle avait un museau de chien, 4 pattes et une paire d'ailes qui lui permettaient de planer dans le ciel sans effort. Il a revu la même créature l'année suivante et c'est alors seulement qu'il a compris qu'elle ressemblait au griffon de l'enseigne du pub Griffin. Cette fois, plusieurs autres personnes ont également vu la créature et ils sont restés stupéfaits. Rapidement, d'autres habitants ont rapporté des observations similaires, mais beaucoup pensaient qu'il s'agissait de canulars ou que les médias avaient sensationnalisé cette première observation erronée. Quoi qu'il en soit, de nombreuses personnes à Brentford restent convaincues que le griffon existe vraiment et que toutes ces observations étaient authentiques. Numéro 9. En 1999, le professeur Alexandre Tchouvirov, de l'Université d'État de Bachkirie en Russie, a fait une découverte remarquable alors qu'il explorait le village de Chandar, dans le sud de l'Oural, avec quelques amis. Tchouvirov avait lu des rapports historiques indiquant que de grandes dalles de pierre avaient autrefois existé dans cette région, et le groupe a commencé à chercher des preuves de cela. Après avoir fouillé sous le porche d'une maison locale, ils ont fait une découverte remarquable, ayant appris qu'une telle pierre servait autrefois de fondation au porche. On lui avait dit que la dalle contenait d'étranges gravures indéchiffrables et son intérêt a été immédiatement éveillé. En découvrant la pierre, il l'a appelée Datchka, d'après sa petite fille, mais elle est également connue sous le nom de pierre carte de l'Oural ou pierre du Créateur. Après avoir déterré la dalle, elle a été examinée de plus près et il a été confirmé qu'elle contenait bien des inscriptions et des gravures. On pense qu'elle a environ 120 millions d'années et les chercheurs essaient toujours de déterminer qui l'a créée. La pierre mesure environ 1,5 m de haut et pèse près d'1 tonne. Il a été déterminé que les gravures qu'elle contient représentent une carte de la région de l'Oural, ce qui est déjà remarquable en soi, mais les chercheurs ont été stupéfaits par la précision avec laquelle elle a été dessinée. Elle montre les réseaux de canaux de la région, les tracés des systèmes d'irrigation et, plus étonnamment encore, 2 barrages artificiels qui auraient existé à l'époque.
Ces barrages étaient si grands que les scientifiques ont du mal à comprendre comment cette civilisation ancienne aurait pu les construire avec des outils et des techniques primitives. Cela suggérerait que les créateurs de la pierre possédaient un certain type de savoir supérieur. Et à cause de cela, de nombreuses théories ont été avancées sur qui a dessiné la carte et comment ils ont pu le faire. Une analyse plus approfondie a montré que la pierre contient 3 couches différentes, une de porcelaine, une autre de verre de diopside et une autre de dolomite. Il convient de noter que ces 3 matériaux ne se trouvent jamais fusionnés ensemble dans la nature, ce qui ajoute encore plus de mystère à cette découverte déjà inexplicable. La couche de porcelaine contient la carte en question. Mais ce qui laisse les historiens perplexes, c'est le fait que pour créer cette porcelaine, des températures extrêmement élevées auraient été nécessaires. Et cela aurait dû être impossible à l'époque, car nous ne pouvons atteindre de telles températures aujourd'hui que dans des conditions contrôlées et extrêmement dangereuses. Cela contredit les théories de nombreux experts qui pensent que la pierre n'est qu'une formation naturelle et non une carte. Tchouvirov a déclaré que la carte n'aurait pu être créée qu'à partir d'un point de vue aérien, puisqu'elle montre la région avec une précision tridimensionnelle. Quant aux écritures et aux symboles gravés dans la pierre, personne n'est parvenu à les déchiffrer. Plusieurs autres langues anciennes, comme le sumérien, le sanskrit et le proto-chinois, ont été comparées à la pierre, mais aucune de ces langues ne ressemble à l'écriture sur la dalle. Encore plus étrange est le fait qu'à l'époque où la pierre aurait été créée, les dinosaures et des créatures similaires parcoururent la Terre, et les hominidés n'existaient même pas encore. D'autres recherches sont en cours, et nous espérons qu'un jour nous comprendrons le véritable but de la pierre de la carte de l'Oural. Numéro 8. Le mont Washington, qui se trouve dans le New Hampshire aux États-Unis, est l'un des sites les plus emblématiques du sentier des Appalaches. Culminant à 6288 pieds, c'est le sommet le plus élevé du nord-est du pays. Le sentier comprend également plusieurs refuges du Appalachian Mountain Club. Et bien que la construction de ces refuges ait été faite avec de bonnes intentions, ils sont devenus quelque peu controversés parmi les randonneurs qui ont osé s'attaquer au sentier. Il est bien connu que les conditions météorologiques sur le sentier peuvent changer très soudainement, et de nombreux randonneurs se sont retrouvés exposés aux éléments sans aucun abri. On dit que ces refuges ont sauvé de nombreuses vies dans de telles circonstances, mais tout le monde ne les apprécie pas. Certains randonneurs estiment qu'on leur fait payer beaucoup trop cher l'utilisation des refuges, et ils n'aiment pas le fait que certains randonneurs de longue distance n'ont souvent pas à payer, puisqu'ils offrent leurs services en échange de nourriture, d'abri et d'eau. Les refuges sont présents dans ces régions depuis plus de 125 ans, bien avant même le sentier des Appalaches, qui a été achevé en 1937. Au début, les refuges étaient construits comme des abris rudimentaires par les personnes de passage dans la région. Mais avec le temps, ils ont été rénovés pour devenir les refuges que l'on peut trouver aujourd'hui. Les refuges les plus connus se trouvent à Greenleaf, Lonesome Lake, Gale Head, Zealand Falls et Lakes of the Clouds. C'est dans ce dernier refuge, qui se trouvait à la plus haute altitude, qu'un événement étrange s'est produit au milieu des années 1930. Mais tout a commencé en 1900 lorsque 2 randonneurs, Alan Ormsby et William B. Curtis, traversèrent le sentier. Comme cela arrive si souvent, les conditions météorologiques dans la région se sont soudainement détériorées sans avertissement, et ils ont été pris dans une tempête féroce qui leur a coûté la vie lorsqu'ils n'ont pas pu trouver d'abri. Il a donc été décidé de construire une cabane pour éviter que ces tragédies ne se reproduisent. Cette cabane a finalement été remplacée par la cabane de l'AMC qui se dresse encore aujourd'hui, malgré l'histoire effrayante qui y est liée. Aux alentours de 1935, un membre de l'équipe de l'AMC, connu seulement sous le nom de George, a été envoyé pour inspecter la cabane avant qu'elle ne puisse être ouverte à la fin de la saison hivernale. On lui a demandé de vérifier les dégâts dans la cabane et d'en rendre compte à ses supérieurs par radio. À son arrivée, il n'a constaté aucun dégât apparent, car les fenêtres étaient toujours barricadées et le froid ne semblait avoir eu aucun effet sur le bâtiment. Vers midi, l'équipe a contacté George par radio pour connaître ses découvertes, sans réponse, ce qui n'était pas inhabituel. Ils ont pensé que George avait peut-être décidé d'aller faire une randonnée, mais lorsqu'ils n'ont toujours pas réussi à le joindre à 20h, ils ont commencé à s'inquiéter. Il a été décidé d'envoyer une équipe à la cabane le matin pour avoir des nouvelles de George. En arrivant, ils ont trouvé son sac à dos, son équipement dans la cabane et sa radio sur la table de la cuisine. Elle avait encore beaucoup de batterie et ils ne comprenaient pas pourquoi il n'avait pas répondu la veille. Ils ont fouillé la cabane mais n'ont trouvé aucune trace de George,
Alors ils ont commencé à chercher dehors, mais en vain. Finalement, quelqu'un a entendu un bruit venant de la cuisine et en enquêtant, a trouvé Georges recroquevillé sous l'évier, une hache serrée contre sa poitrine. Il était clairement terrifié et supplia le reste de l'équipe de le sortir de là. Il expliquera plus tard qu'à son arrivée à la cabane, épuisé, il a commencé à inventorier ses provisions en reprenant son souffle. Mais ensuite, il a eu l'impression que quelqu'un l'observait et il a senti une présence s'approcher de lui par derrière. En se retournant, il a vu un visage déformé l'observer derrière l'une des fenêtres barricadées de la salle à manger. À son horreur, il s'est rendu compte que le même visage l'observait depuis chacune des fenêtres et qu'il semblait fondre à travers le verre pour pénétrer dans la cabane. Il s'est enfui et caché sous l'évier de la cuisine où on l'a retrouvé plus tard. Aucune explication n'a jamais été trouvée. Numéro 7. Être impliqué dans un accident de voiture, même mineur, peut être une expérience traumatisante, même lorsqu'il n'y a pas de blessés. Dans la plupart des cas, de tels accidents ne sont que cela, des accidents. Mais il semble qu'une personne au Nebraska provoque délibérément des accidents et reste non identifiée. Ces accidents se sont produits sur la route 36 à Bennington et toutes les personnes impliquées ont signalé le même détail à la police. Ils ont déclaré qu'un homme étrange qu'ils n'avaient jamais vu auparavant est soudainement apparu comme sorti de nulle part pour disparaître de nouveau peu de temps après. Un homme nommé Kyle Sorensen a déclaré qu'il conduisait sur la route avec sa femme un soir lorsqu'il a soudainement aperçu un vélo d'enfant au milieu de la route. Il n'a pas pu éviter le vélo à temps et a fini par le percuter et à son grand soulagement, aucun enfant ne le montait. Il a arrêté sa voiture et s'apprêtait à sortir pour inspecter les dégâts sur son véhicule et chercher une explication à la présence du vélo lorsqu'il a aperçu quelque chose d'étrange dans son rétroviseur. Une voiture était garée à une courte distance sur Pony Road et dès que Kyle l'a vue, le conducteur a démarré le moteur et s'est approché. Il s'est arrêté derrière la voiture de Kyle, est sorti et a commencé à marcher vers le véhicule de Kyle. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il faisait là, il a déclaré qu'il voulait simplement s'assurer que Kyle et ses passagers allaient bien. Mais il n'a pas expliqué pourquoi il attendait précisément à cet endroit, moteur éteint. Kyle s'est senti mal à l'aise après cette interaction et a décidé de quitter les lieux. Mais alors qu'il partait, sa femme s'est retournée et a vu le même homme en train de verser de l'huile sur la chaussée. Ils ont choisi de ne pas revenir et ont signalé à la police l'accident et le comportement étrange de l'homme en partant. Il est persuadé que cet homme a causé l'accident volontairement et versait de l'huile sur la route pour en provoquer un autre. Peu de temps après, un homme nommé Garrison Beach conduisait sur l'autoroute avec sa femme Schuyler lorsqu'ils ont dû faire une embardée pour éviter un accident. Un gros morceau de métal avait été placé sur la route et après l'avoir évité de justesse, la voiture a fini dans un fossé. Un homme est sorti d'une voiture garée à proximité et s'est approché d'eux avant de leur proposer de les conduire au poste de police. Garrison a déclaré que c'était comme si l'homme les attendait et ils ont décliné son offre. Mais dès qu'ils l'ont fait, il s'est précipité vers sa voiture et est parti en trombe. Plusieurs autres signalements d'objets placés sur la route ont été reçus et une enquête est en cours pour enfin identifier l'homme responsable. Numéro 6. En 1815, Elizabeth Fanning, âgée de 20 ans, travaillait pour Orlobar Turner à Londres, en Angleterre. Engagée comme cuisinière de la famille, elle préparait chaque soir le dîner pour Orlobar, sa femme Margaret, leur fils et leur belle-fille Charlotte. Elle s'entendait bien avec la famille et le personnel, dont la femme de ménage Sarah Pear et ses 2 apprentis. Mais un soir, l'atmosphère dans la maison changea lorsque Elisa se rendit dans la chambre de l'un des apprentis pour lui demander si elle pouvait emprunter une bougie. En chemin, elle croisa Charlotte, qui trouva qu'elle était vêtue de façon inappropriée et menaça de renvoyer Elisa. Par la suite, elle dit à Elisa qu'elle n'était pas satisfaite de ce qui avait été dit, mais elle fit de son mieux pour continuer à accomplir ses tâches comme d'habitude. Sans se douter que Charlotte et Sarah avaient toutes deux développé une aversion pour elle, Elisa prit davantage confiance en ses compétences culinaires et décida de préparer des boulettes de pâtes. Elle commanda de la levure à la brasserie locale. Puis Charlotte lui demanda de préparer du steak, des pommes de terre et des boulettes de pâtes pour le dîner, précisant que les apprentis auraient une tourte au steak. Elle façonna la tourte, prépara les boulettes de pâtes, puis apporta la tourte chez le boulanger pour la cuisson. La famille mangeait habituellement à 15h, alors elle laissa les boulettes de pâtes près du feu pour qu'elles lèvent. De retour chez elle, elle constata avec consternation que les boulettes de pâtes n'avaient pas levé. Elle fit tout ce qu'elle put pour rectifier le problème,
mais le résultat fut 6 petites boulettes de pâte qui avaient brûlé. La famille sembla à peine le remarquer et mangea quand même les boulettes de pâte. Et Elisa se mit aussi à manger. Quelques minutes plus tard, toute la famille et Elisa, ainsi qu'un des apprentis, tombèrent très malades et un médecin fut appelé. Elle demanda aussi à Sarah d'aller chercher son père, William Fanning, qui travaillait à Red Lion Street à Holberg comme marchand de pommes de terre. William ne se rappela que plus tard qu'elle lui avait demandé de venir à la maison, car elle n'avait pas précisé qu'il s'agissait d'une affaire urgente. Lorsqu'il arriva à la maison vers 22h30 ce soir-là, on lui dit qu'Elisa était sortie, et ce n'est que plus tard qu'on découvrit que Charlotte avait demandé à Sarah de dire ce mensonge. John Marshall, l'un des médecins présents sur les lieux, examina le bol qu'Elisa avait utilisé pour préparer les boulettes et conclut qu'il y avait de l'arsenic. Elisa fut immédiatement soupçonnée et elle fut arrêtée. Ses parents réussirent à réunir 5 livres pour un avocat de la défense et un conseiller juridique. En revanche, les Turner avaient accès à plusieurs experts juridiques et l'argent pour bien les payer. Au procès, il fut avancé qu'Elisa était encore en colère d'avoir été réprimandée par Charlotte et que c'était elle qui avait empoisonné la famille par vengeance. Il a aussi été allégué qu'elle avait volé dans le bureau de l'apprenti l'arsenic qui avait été utilisé. Il a été noté que l'arsenic avait disparu 2 semaines plus tôt, mais Élise a affirmé que ce n'était pas le cas et a demandé à ce qu'un des apprentis la soutienne, mais le tribunal a refusé de l'entendre. Le médecin qui s'était rendu sur les lieux a déclaré qu'il témoignerait qu'Elisa avait également été empoisonnée. Encore une fois, le tribunal a refusé d'entendre son témoignage, bien qu'il soit un chirurgien respecté. À la stupéfaction générale, Élise a été condamnée à mort. Beaucoup d'habitants ont demandé une révision du verdict, mais leurs demandes sont restées sans réponse. Il sera révélé plus tard, après une enquête plus approfondie, que des preuves avaient été omises lors du procès et qu'il y avait eu collusion pour faire exécuter Elisa. Son innocence a été prouvée lorsqu'on a découvert que ni la levure ni le lait utilisés pour préparer les boulettes ne contenaient d'arsenic. Et en 1928, le fils des Turner, Robert, a avoué qu'il était le coupable. Mais son neveu a ensuite fait la même confession, donc le véritable coupable reste inconnu. Numéro 5. Les tombes peuvent être très intéressantes à visiter, car on se demande souvent quelles vies ont mené les personnes enterrées avant de décéder. Dans la plupart des cas, les pierres tombales contiennent au moins quelques indices sur la vie des défunts, comme leur date de naissance, s'ils avaient un conjoint et des enfants, et la date de leur décès. Mais certaines pierres tombales donnent lieu à des mystères inexpliqués une fois découvertes, comme en témoigne la tombe d'un individu appelé le druide de Colchester. Il convient de noter qu'il y a longtemps, le mot druide était souvent utilisé pour désigner quelqu'un qui avait des connaissances en médecine, plutôt que les sorciers auxquels ce mot fait penser aujourd'hui. La pierre tombale a été découverte dans le village de Stanway, près de Colchester, dans l'Essex, en Angleterre, en 1996 par un groupe de chercheurs qui travaillaient dans la région. La tombe a été datée de l'âge du fer, et on pense que l'homme qui y a été enterré est décédé vers l'an 50 après Jésus-Christ. Bien que l'âge du site funéraire et les inscriptions sur la pierre aient déjà été très intrigants, c'est ce qui a été trouvé à l'intérieur qui a vraiment enthousiasmé les chercheurs. Ils ont découvert un manteau orné de différentes broches, un jeu de société avec des pions en verre, une passoire et quelques tiges métalliques. La découverte la plus remarquable fut un ensemble d'outils médicaux considérés comme les plus anciens jamais trouvés. On y trouvait un scalpel, des pinces, des crochets et une scie chirurgicale, renforçant l'idée que cet homme avait une expérience médicale. On pense que les tiges métalliques servaient à la divination, radiesthésie, et que la perle de jet découverte était réputée posséder des propriétés magiques du vivant du druide. Cela suggère que cet homme pouvait être un druide, un devin ou un guérisseur. Et s'il était effectivement un druide, il s'agirait de la seule et unique tombe de druide britannique jamais découverte. À l'époque où cet homme aurait vécu, plusieurs druides vivaient à Anglesey, mais ils ont connu un sort malheureux. Après la révolte ordonnée par la reine Boudica, l'empereur Claude a décidé que tous les druides devaient être éliminés, et leurs maisons, terres et biens ont été détruits, ne laissant que très peu de preuves de leur existence. Ainsi, s'il est jamais prouvé que ce site funéraire appartient à un druide, ce serait une découverte remarquable. Malheureusement, les experts n'ont actuellement aucun moyen de le prouver, et l'identité de cet homme reste inconnue. Les chercheurs étudient la tombe et les objets qui y ont été découverts depuis plus de 10 ans.
Alors que beaucoup croient que cet homme était un druide, d'autres estiment qu'il a sans doute perdu la vie lors de l'invasion romaine de la Grande-Bretagne en 43 après Jésus-Christ. Il ne fait aucun doute que d'autres recherches seront menées et que tous les efforts seront faits pour identifier le druide. Mais pour l'instant, nous ne pouvons que spéculer sur qui il était et ce qu'il faisait dans la vie il y a tous ces siècles. Numéro 4. Découvrir une pierre ancienne avec de vieilles inscriptions doit être très excitant. Mais ce genre de découverte peut aussi s'avérer très frustrant quand les chercheurs se rendent compte qu'ils sont incapables de traduire l'écriture, que le message inscrit sur la pierre ne sera probablement jamais connu. C'est le cas de l'écriture Olmec qui a été découverte sur une pierre dressée de 4 tonnes au Mexique. La découverte, comme tant d'autres, a été faite complètement par hasard, et les pêcheurs qui sont tombés dessus en 1986 n'auraient jamais pu prévoir que leur trouvaille continuerait de dérouter les scientifiques pendant des décennies. La pierre a été trouvée dans un petit village de pêcheurs à la Mojara, près de Veracruz. Dès le début de leur étude, les experts ont compris que la tâche serait difficile. L'écriture Olmec trouvée sur la pierre est si ancienne que seule une petite partie peut être déchiffrée et le reste demeure un mystère. On pense que l'écriture pictographique a environ 2000 ans, car ce type d'écriture était utilisé dans la région à cette époque, après avoir évolué à partir des écrits de la civilisation Olmec. 2 archéologues, John Justeson de l'Université d'État de New York à Albany et Terence Kaufman de l'Université de Pittsburgh, ont étudié la pierre en profondeur. Ils ont pu utiliser cette écriture comme une sorte de pierre de Rosette, à l'image de celle qui a aidé les historiens à déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens après sa découverte. Et ce faisant, ils ont pu découvrir des similitudes entre l'écriture sur la pierre et celle utilisée par les Mayas, notamment des inscriptions de calendrier et des systèmes numériques. Mais la pierre contient beaucoup d'inscriptions qui ont été gravées en 21 colonnes, ce qui en fait le texte le plus long de ce genre jamais découvert. Les parties déchiffrées racontent l'histoire d'un roi arrivé au pouvoir après une longue période de guerre et de rituels. Ils ont découvert que l'écriture contient des caractéristiques très intéressantes, comme les mêmes symboles apparaissant à la fin et au début de certaines colonnes, ce qui suggère qu'ils servaient de signes d'ouverture et de fermeture de clauses. Malgré certains progrès, les chercheurs ont dû surmonter de nombreux défis. Ils devaient comprendre comment ces mots étaient produits, sous peine de faire une traduction incorrecte. Ainsi, elle a été comparée à de nombreuses langues courantes dans la région à l'époque, et cette traduction partielle a été réalisée. Même si une partie de l'écriture a été déchiffrée, une grande partie du texte sur la pierre reste mystérieuse, mais on espère de futurs progrès. Pour que cela se produise, les experts espèrent que d'autres artefacts contenant la même écriture seront découverts, et qu'ils pourront être utilisés pour comprendre le reste du récit du roi. Pour l'instant, cependant, cette découverte remarquable reste énigmatique et seul le temps nous dira si nous parviendrons un jour à découvrir qui a gravé ces mots dans la pierre et quelle était sa véritable fonction. Numéro 3. Les créatures appelées Bigfoot n'ont pas besoin d'être présentées, puisqu'elles comptent parmi les cryptides les plus célèbres de tous les temps, aux côtés de leurs cousins, le Sasquatch et du monstre du Loch Ness. Nombreux sont ceux qui croient à l'existence des Bigfoots et disent les avoir rencontrés, tandis que d'autres restent sceptiques, aucune preuve réelle n'ayant jamais été trouvée. Les observations de Bigfoot les plus courantes sont signalées chaque année dans le nord-ouest du Pacifique des États-Unis, et la région où l'on rapporte le plus d'observations est l'État de Washington. Ils auraient également été aperçus en Californie, en Oregon, en Colombie-Britannique et dans d'autres régions sauvages, mais personne n'a jamais pu fournir des images concluantes ou d'autres preuves de ces affirmations. Alors que Bigfoot est bien connu aux États-Unis et dans la plupart des autres pays, une autre créature similaire qui a été aperçue en Nouvelle-Zélande au fil des ans est bien plus obscure, mais tout aussi mystérieuse que son homologue américain. La créature, connue sous le nom d'Homme Mohau, se retrouve dans les légendes maoris d'autrefois, où elle est décrite comme un animal simiesque qui se tenait debout sur ses pattes arrière. Les témoins disent qu'il a une fourrure hirsute sur tout le corps et qu'il semble posséder une force supérieure à celle des humains, puisqu'il est bien plus grand que l'homme moyen. Dans le but de clore définitivement l'affaire de l'Homme Mohau, l'enquêteur paranormal Mark Koppel a décidé de partir à la recherche de la créature, et il espère trouver une preuve de son existence quelque part dans les forêts de Nouvelle-Zélande. Il dit avoir pris cette décision en 2015 après avoir passé quelque temps dans la nature sauvage du bush de Coromandel.
Il a raconté qu'un jour de randonnée, il a découvert des empreintes étranges qu'il n'a pas su identifier. Les empreintes ont été trouvées dans des zones presque inaccessibles et montraient que la créature qui les avait faites semblait marcher sur ses pattes arrière. Peu de temps après la découverte, Mark a commencé à entendre les bruits d'une créature bipède et lourde se déplaçant dans la région et il a commencé à se sentir mal à l'aise en étant certain que quelqu'un ou quelque chose l'observait et le suivait. Il a réalisé des moulages des empreintes et a commencé à porter des caméras embarquées dans l'espoir d'apercevoir l'homme Moho. Depuis lors, il a passé beaucoup de temps sur la péninsule de Coromandel sur l'île du Nord et a signalé d'autres découvertes. À plusieurs reprises, il a été surpris en entendant les cris ou peut-être les appels d'une créature et ce son ne ressemblait à rien de ce qu'il avait entendu chez un autre animal dans sa vie. Il a également découvert plusieurs autres paires d'empreintes et à une occasion, quelque chose a commencé à lui lancer des pierres depuis l'intérieur des broussailles denses, mais il n'a pas pu voir qui en était responsable. Il a ensuite commencé à entendre des bruits de coups sur du bois qui sont généralement associés au Bigfoot. Le son ressemble à celui d'un instrument en bois, comme une batte de baseball frappée contre un arbre, et des experts ont suggéré que cela pourrait servir d'avertissement ou de méthode de communication entre les créatures. Des témoins ont rapporté des rencontres avec le Moho depuis très longtemps, et beaucoup ont été avertis par les Maoris de ne pas s'aventurer dans les bois, car ils pourraient rencontrer un Moho et ne jamais revenir. Il y a également eu de nombreuses observations récentes, mais selon Mark, ces témoins n'ont pas voulu partager leurs expériences par peur. Il prévoit maintenant de tourner un documentaire sur la bête, mais les efforts de collecte de fonds à cette fin ont été décevants. Certains chercheurs suggèrent que l'homme Mohawk n'existe même pas et qu'il ne s'agit que d'un récit fictif qui reflète celui du Bigfoot. D'autres restent convaincus de l'avoir vu et affirment qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant qu'une de ces créatures ne soit trouvée afin que leur existence puisse enfin être confirmée. Numéro 2. Frederick Hamilton Temple Blackwood, le premier marquis de Dufresne et Ava, est mieux connu sous la version abrégée de son nom, Lord Dufresne. Il est né en juin 1926 et est devenu un homme d'État, un voyageur chevronné et finalement le gouverneur général du Canada et le vice-roi des Indes. Il a voyagé à travers l'océan Atlantique Nord et a ensuite publié ses mémoires de ce voyage, ce qui a fait de lui une sorte de célébrité. En 1860, il est devenu commissaire en Syrie, après quoi il est devenu chancelier du duché de Lancastre. Selon ceux qu'il connaissait, c'était un diplomate né. Mais il avait souvent des problèmes financiers car il avait l'habitude de vivre au-dessus de ses moyens. Ses domaines avaient tous été hypothéqués et en 1875, il avait une dette de 300 000. Après avoir vendu quelques-unes de ses propriétés pour rembourser ses dettes, il s'est retiré du service diplomatique en 1896 et 6 ans plus tard, il est décédé dans sa maison à Bangor en Inde. Mais il est également connu pour un étrange incident qui s'est produit en 1849. À l'époque, il avait été invité à séjourner chez un ami en Irlande, et il avait accepté sans hésiter. Une nuit, il se réveilla en sursaut et ressentit un malaise qui le laissa agité et incapable de se rendormir. Il regarda par la fenêtre, attiré par la lumière de la lune, espérant retrouver son calme, mais il se trompait. Il aperçut immédiatement un homme dans l'ombre et distingua qu'il portait quelque chose de lourd sur une de ses épaules. L'homme avançait lentement à cause du poids de l'objet, mais il finit par arriver devant la maison où Dufresne put le voir plus clairement, et il fut choqué en réalisant que la silhouette transportait un cercueil. Avant qu'il n'ait eu le temps de réagir, l'homme s'arrêta et le regarda directement. Son visage était apparemment si grotesque que Dufresne en fut stupéfait et il resta figé tandis que l'homme poursuivait son chemin. Dufresne retourna se coucher, mais il ne parvint pas à oublier la scène macabre et il ne dormit plus de la nuit. Le lendemain, il demanda à son ami ce qui s'était passé, mais celui-ci ne sut expliquer. Il ne connaissait personne de cette description et ignorait tout enterrement dans la région. Dufresne tenta d'oublier cette rencontre, mais des années plus tard, le souvenir lui revint avec une netteté saisissante. Alors qu'il était ambassadeur en France, Dufresne visita le Grand Hôtel à Paris dans le cadre de ses fonctions. On l'a dirigé vers un grand ascenseur où des officiels l'attendaient et ils avaient l'intention de prendre l'ascenseur pour se rendre dans une salle de réunion. Quand les portes se sont ouvertes, Dufresne a été choqué de retrouver l'homme du jardin à l'intérieur et a refusé d'entrer. Il a déclaré qu'il avait oublié quelque chose et a dit au reste du groupe de continuer sans lui. Il avait l'intention de demander à la réceptionniste qui était cet homme,
Mais avant qu'il ne puisse le faire, l'ascenseur s'est écrasé depuis les étages supérieurs, et sa vie a été épargnée tandis que ses collègues ont perdu la leur. Beaucoup de gens affirment que cela n'est jamais arrivé et que ce n'était qu'une histoire inventée. Mais il a été noté que Dufferin lui-même racontait souvent cette histoire, ajoutant que l'homme en question n'a jamais été identifié. Numéro 1. La forêt de Hoia-Baciu, située en Roumanie, s'est forgée une réputation grâce aux événements inexplicables rapportés par les personnes ayant visité la région. On dit que les habitants évitent la forêt à tout prix, car de nombreuses personnes y ont disparu de façon inexplicable, ce qui lui a valu le surnom de Triangle des Bermudes de la Roumanie. Mais ces disparitions ne sont que la partie émergée de l'iceberg, selon certains individus ayant vécu des événements étranges à l'intérieur de la forêt. On pense que la première disparition dans la forêt de Hoia-Baciu a eu lieu il y a plus de 100 ans lorsqu'un berger s'est aventuré dans la forêt avec environ 200 moutons. Ni lui ni ses moutons n'ont jamais été revus et la forêt a été nommée d'après lui. De nos jours, les habitants vivant près de la forêt rapportent avoir vu d'étranges lumières émanant de l'intérieur, ce qui a donné naissance à la rumeur selon laquelle ces lumières seraient les esprits des fermiers qui ont vécu et sont décédés dans la région il y a longtemps. D'autres personnes qui ont ignoré les avertissements et se sont aventurées à l'intérieur ont rapporté qu'elles se sont immédiatement senties mal à l'aise et irritées pour des raisons qu'elles ne pouvaient pas expliquer. Ils ont ajouté qu'ils se sentaient observés et que parfois, des personnes sortaient d'entre les arbres après plusieurs heures, pensant n'avoir passé que quelques minutes dans la forêt. Certains visiteurs ont eu des migraines dès qu'ils ont mis les pieds dans la forêt, tandis que d'autres ont soudainement développé une éruption cutanée sans raison apparente. Il y a également eu de nombreux témoignages de personnes revenant avec des marques de brûlures et des égratignures sur le corps que personne n'a pu expliquer. Plus ils avancent dans les bois, certains ressentent des nausées et rapportent entre eux qu'ils n'ont pas pu appeler à l'aide, leurs appareils électroniques ayant cessé de fonctionner. De nombreuses personnes ont signalé d'étranges apparitions. Ils disent qu'en admirant le paysage, ils ont pris quelques photos, comme beaucoup le feraient. Mais lorsque ces photos ont été examinées plus tard, elles contenaient des visages et des silhouettes fantomatiques qui n'étaient pas visibles sur le moment. Certaines personnes ont entendu des voix de femmes désincarnées, mais n'ont pas réussi à en trouver la source. D'autres se souviennent soudainement de souvenirs lointains de leur passé qu'ils avaient complètement oubliés, et dès qu'ils quittent la forêt, ces souvenirs disparaissent à nouveau. Une histoire raconte qu'une jeune fille a perdu la vie dans la forêt, et malgré plusieurs tentatives de recherche, elle n'a jamais été retrouvée. Mais 5 ans plus tard, elle est sortie des bois, toujours vêtue des mêmes vêtements, n'ayant pas vieilli d'un seul jour et sans aucun souvenir des années écoulées. Cela a amené beaucoup de gens à suggérer que la forêt contient une sorte de portail vers un autre univers, ou que ces événements étranges sont liés à une activité extraterrestre, tandis que d'autres pensent que quelque chose de maléfique vit dans les arbres. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.